celle qui a la chance, l'honneur et le grand privilège d'ouvrir le bal, c'est Marie-Paul, qui est astrologue à Échaud, près de Strasbourg. Elle est astrologue depuis 2002. Elle a fait des débuts en autodidacte et elle a suivi dès 1988, désolé Marie-Paul, l'enseignement de Jacques Berton et de Monique Kalinine à l'École supérieure d'astrologie de Paris. Pour les jeunes, je peux vous dire que l'École supérieure d'astrologie de Paris avec Kalinine et Berton, c'était une référence. Très vite passionnée par l'association, à l'époque novatrice de la mythologie et de l'astropsychanalyse, elle-même conjugue de manière originale astropsychologie, mythologie et méditation dans ses cours, ateliers et consultations. Elle va vous parler ce soir du lien et de quelques articulations entre le mythe d'Héphaïstos, Vulcain, pour ceux qui ne parlent pas le grec, n'est-ce pas, le forgeron des dieux, et la situation actuelle. Je laisse maintenant la parole à Marie-Paul. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Merci à Marc d'avoir organisé cette soirée. Je vais partager l'écran avec vous. Donc, je vais vous parler ce soir de quelques articulations de la légende d'Héphaïstos, en particulier de son confinement et de son déconfinement. C'est d'actualité. Et en ce moment, en fait, depuis fin 2019, dans le ciel, il y a 5 planètes sur 10, c'est-à-dire toutes les planètes qu'on appelle des planètes lentes parce qu'elles avancent lentement dans le ciel, sont concentrées sur un peu plus d'un quart du cercle zodiacal. Ce type de concentration planétaire est connu surtout depuis les travaux d'André Barbeau pour susciter des crises collectives. Et le fait est que nous sommes bien dans une crise collective actuellement. Alors, on voit là le trio Pluton, Jupiter, Saturne, qui est dans le signe du Capricorne, en face, avec une incursion momentanée de Saturne en Verseau, mais qui ne durera pas hyper longtemps, qui reviendra en Capricorne de nouveau, avant de repartir en Verseau bien plus tard, en face du Cancer, qui est son complémentaire. Neptune, lui, est dans les Poissons, c'est son signe de domicile, et Uranus est actuellement en Taureau, pardon. Le Verseau, c'est son signe, mais là, il est en Taureau, qui est le lieu de son exil, c'est-à-dire qu'il n'y est pas forcément au mieux. Cette configuration nous touche collectivement, mais chacun de nous d'une manière unique. Chacun va avoir vécu ce confinement et le vit encore d'une manière particulière, avec des enjeux personnels qu'on peut préciser par la lecture du thème natal de la personne. Mais en tout état de cause, ce trio Pluton, Saturne, Jupiter touchera particulièrement les personnes qui ont des planètes fin Capricorne, celles qui ont fin Cancer, mais aussi fin Bélier et fin Balance, parce que ce sont des signes qui sont en conflit avec le Capricorne et dont il faut apprivoiser les caractéristiques pour que le Capricorne puisse être vécu au mieux. Alors, j'ai choisi de vous parler à travers le mythe d'Héphaïstos en lien avec l'astrologie parce que ça illustre, me semble-t-il, plutôt bien ce qui se passe en ce moment, aussi bien au niveau du ciel que de la terre. Et ce mythe nous offre des solutions constructives à notre crise. Je vous invite à écouter ce mythe avec votre part d'enfant en vous, cette part intime qui se laisse toucher par un langage avant tout symbolique, et de laisser agir ces symboles parce qu'ils ont le pouvoir de vous harmoniser avec l'énergie qu'ils représentent. Il y a un problème avec le truc. Alors, venons-en à ce mythe d'Héphaïstos. Qui est Héphaïstos? Héphaïstos, c'est donc le forgeron des dieux, mais il est né de parents qui étaient en conflit. Au moment de sa conception, sa maman, c'était Héra, et elle était très, très en colère contre son mari Jupiter, Zeus, Jupiter, qui était très régulièrement infidèle. On le voit là avec Thétis, mais il a eu des tas d'autres femmes. Ça ne le faisait pas trop pour elle parce que c'était la protectrice du mariage, et donc ça ressemblait à rien qu'elle-même se fasse tromper. Alors pour se venger, à un moment, elle décide de concevoir seule un enfant sans Jupiter, et c'est comme ça, dans ce climat délétère d'opposition entre la déesse et le dieu, c'est-à-dire le féminin et le masculin,
mais aussi symboliquement la terre, matière, et le ciel, esprit, qu'elle va engendrer son petit garçon. Au niveau astrologique, on a là deux niveaux de ce que représente Jupiter, puisqu'il est à la fois le dieu de l'Olympe, donc des dieux qui y vivent dans cette zone éthérée du ciel, et cette montagne. Et donc, ça, c'est le domaine de la spiritualité, mais il règne aussi sur toute la vie matérielle et sociale sur Terre, ainsi que sur l'espace. C'est donc d'un conflit entre ciel et terre qu'il va naître, et il est boiteux, ce petit Héphaïstos. Alors, vu les circonstances de sa conception, on comprend qu'il ait pu y avoir un petit problème pour lui. Il est boiteux et en plus, il est très moche. Pour tout dire, sa maman, quand elle le voit, elle est complètement atterrée et ne supporte absolument pas ce petit handicapé moche en plus. L'apparence et le personnage social comptent plus que tout dans le royaume de Jupiter, et en fait, ce petit handicapé qu'elle a mis au monde la met en réalité devant ses propres contradictions comme devant un miroir, et ça lui est insupportable. Alors, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle le prend et s'en débarrasse en le jetant du haut de sa montagne, qu'on peut rapprocher de celle du signe du Capricorne, puisque le Capricorne, c'est la chèvre qui gravit la montagne. Et l'enfant, après une journée entière de chute, va aller s'écraser quasi mort sur la terre du Nil au milieu de l'océan, ou selon les versions, directement dans l'eau. Pas trop top comme histoire, hein. Aujourd'hui, on peut dire que l'humanité dans son ensemble incarne dans son comportement cette rupture entre ciel et terre que porte Héphaïstos. Cette humanité est en quelque sorte devenue boiteuse, c'est-à-dire qu'elle est dans un déséquilibre, un mauvais rapport avec la terre d'une part, mais aussi une rupture avec l'ordonnancement universel du ciel. Et on a en fait collectivement rejeté plus ou moins le versant spirituel de Jupiter et fait naître une société aux pieds tordus, aussi incapable de se verticaliser que de s'enraciner dans la terre-mère. Alors qu'elle nous porte et nous nourrit, on passe notre temps à l'abîmer, à la fracturer, la polluer, la surexploiter, et en même temps on prétend l'aimer et l'admirer. Et collectivement, on a un peu perdu le sens des choses et de la vie en se coupant de cette fameuse loi de l'univers qu'édicte Jupiter. Le respect de la nature fait partie évidemment de cette loi. Alors, puisqu'on ne la respecte pas, la nature est tombée malade de nous. Et comme on fait partie d'elle, on est malade aussi collectivement. Et un tout petit virus qui lui aussi appartient à la nature nous affole collectivement, mondialement même, et fait s'écrouler, ça c'est Pluton, en quelques semaines, mondialement, nos belles constructions sociales, financières, économiques jupitériennes, et tanguer nos institutions qui, elles, sont saturniennes. Cette nature est protégée par Zeus, on l'a vu, et elle vient en quelque sorte de nous éjecter du haut de la montagne initiatique du Capricorne, qu'en réalité on avait déjà quitté. Et on se retrouve, comme Héphaïstos, écrasé sur la terre de notre matérialisme, confronté à la mort qu'on avait aussi pris soin de mettre à distance. Astrologiquement, Jupiter est donc, nous l'avons vu, en lien, en conjoint avec Pluton, qui est justement le dieu du royaume des morts, qui nous confronte à notre finitude, tout comme d'ailleurs Saturne qui est là avec sa faux, et qui détruit aussi nos constructions sociales qui sont devenues insensées à force d'être coupées des lois de la nature. Je reviens à Héphaïstos, l'enfant gît à moitié mort, deux nymphes des eaux passent par là et le voient. Ce sont des filles de l'océan. Elles ont pitié de lui et le recueillent et mettent à l'abri ce petit garçon, ce bébé, dans une grotte profonde à l'intérieur d'un volcan sous-marin. Et elles lui offrent un drôle de cadeau, elles lui offrent une forge. Il va rester sous leur protection pendant 9 ans, dans une espèce de confinement avant l'heure. C'est là, dans cette grotte matricielle, qu'il va vivre une sorte de gestation initiatique dans le plus grand secret du ventre de la Terre. En fait, les nymphes lui offrent l'occasion de réparer son lien abîmé avec cette Terre. Astrologiquement, on peut dire que l'enfant est né de parents jupitériens. Il se retrouve sous la terre dans un volcan dans le royaume de Pluton, dans une grotte qui tient de Saturne et du Capricorne puisqu'elle est de pierre et lieu de solitude.
mais aussi du cancer, puisqu'elle est un lieu protégé et symboliquement, il peut s'y opérer une gestation. D'ailleurs, il y reste 9 ans comme les 9 mois de grossesse. On a là une image de l'amas Pluton, Jupiter, Saturne en Capricorne, opposé au cancer complémentaire. Et dans cette histoire, ce sont les nymphes des eaux, c'est-à-dire des créatures en lien avec Neptune, le dieu de l'océan, qui vont sauver l'enfant. Vous voyez qu'actuellement, Neptune est en lien harmonieux avec Jupiter. Enfin, vous ne le voyez peut-être pas, mais je vous le dis. Donc, on peut dire que Neptune peut peut-être aussi nous sauver de cette situation Pluton et Capricorne un peu dure. Faute de temps, je ne m'arrêterai pas longuement sur la gestion de cette crise mondiale, neptunienne donc, par des mesures particulièrement drastiques saturniennes, ni sur leur incohérence et leur impréparation. Dans le royaume de Neptune, on navigue à vue, ni sur les histoires confuses, neptuniennes aussi, qu'on nous raconte, pour nous endormir ou peut-être même pour nous manipuler de manière plutonienne, cacher des pénuries saturniennes mises en place au fil du temps. Je ne m'arrêterai pas non plus sur les privations de liberté et le recours désespéré à des technologies de pointe néanmoins mal maîtrisées, mais liberticides, ça on en est à peu près sûr. Saturne, le gendarme, approche dangereusement d'une zone de conflit avec Uranus. Un carré pour ceux qui sont astrologues, mais qui le savent. Je préfère m'arrêter sur les opportunités individuelles qui se présentent à nous actuellement, parce qu'en fait, on sait bien que si chacun ne commence pas par se transformer lui-même, la société entière ne pourra pas se transformer. Au fil du temps saturnien, qui est un temps long, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, évidemment. Nous sommes confinés comme Héphaïstos en ce moment, même dans le déconfinement, on reste confiné parce qu'on est limité à 100 km, n'est-ce pas? Confinés comme lui, notre petite voix intérieure, c'est-à-dire les nymphes neptuniennes, nous propose de nous mettre à l'abri dans notre grotte secrète intérieure et d'y opérer une métamorphose profonde dans notre rapport aux valeurs du Capricorne. Parce que Pluton, c'est une planète qui a ce rôle de transformer ce qu'il touche pour en trouver l'essence. C'est-à-dire que de l'enfermement extérieur qu'on nous impose, on peut faire quelque chose qui ressemble à un retrait volontaire en nous-mêmes. D'un confinement qui réduit drastiquement notre espace vital, on peut faire une ouverture à notre monde intime. Des gestes qu'on appelle si bien barrières, on n'aurait pas pu trouver mieux comme langage de Capricorne et de Saturnien, et autres frontières qu'on nous met en place. On peut faire une structure intérieure qui nous relève de notre chute, nous verticalise, nous responsabilise par rapport à ce qui nous arrive, et en même temps nous protège. En raison des privations affectives et physiques, on est peut-être invité à développer des liens d'âme. Et d'un renoncement qu'on nous impose, peut-être pourrions-nous faire une voie de sagesse. Mais évidemment, ça n'est pas si simple que ça, et la tentation peut être grande de combler ce vide de relations et de travail et de tout ce qu'on nous prend par toutes sortes d'échappatoires à ce face-à-face avec soi-même. Je n'ai pas besoin de développer ça, je pense que chacun saura de quoi je parle. Héphaïstos, lui, il nous propose une voie qui est loin de la fuite, puisque dans sa forge, il va entamer un travail très intéressant, c'est un lieu de transformation, et il va se réparer. Évidemment, ses jambes sont toujours tordues, mais il métamorphose quand même son lien avec la terre et il s'attelle à transformer le minerai grossier qu'il y récolte en métal qu'il va épurer comme le plomb de Saturne qui se transforme en or. D'abord, il commence par se fabriquer ses propres outils, c'est-à-dire qu'il décide de se prendre en charge lui-même, même si ses conditions de vie sont loin d'être faciles, il faut quand même l'avouer. Et puis, il fait résonner l'enclume, l'âme de la forge, et va retrouver le chant de sa propre âme. Et puis, il va apprendre à maîtriser les 4 éléments, puisque, comme vous le savez, le métal est fondu, le métal qui est issu de la terre va être fondu dans le feu, qui est entretenu par l'air des soufflets,
puis ensuite il est refroidi dans l'eau, donc les 4 éléments sont là. Tout ça, ça va déstructurer ce métal pour mieux le restructurer et l'épurer. On a donc Pluton qui détruit et Saturne qui restructure. Tout ça peut paraître assez violent, assez plutonien, mais en réalité, c'est une sorte de danse avec les éléments qui aboutit à des merveilles, parce qu'il fabrique de magnifiques armes et boucliers de héros, des palais absolument merveilleux pour les dieux, des chars dorés, des bijoux de déesses, mais c'est d'une finesse et d'une beauté absolument remarquable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas faire ce travail. Si vous avez déjà regardé un forgeron, vous comprendrez, il ne peut pas faire ce travail s'il n'est pas centré en lui-même, surtout qu'il est handicapé. Donc, ce n'est pas la force physique qui va l'aider à le faire. Donc, il se centre en lui-même. Il faut qu'il se mette en résonance avec sa nature profonde pour pouvoir se redresser grâce à cette œuvre, à cette véritable œuvre d'alchimiste qu'il est en train de faire. C'est donc ça le chemin qu'il nous propose d'emprunter nous aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la créativité, qui peut être un moyen de développer tout cela, il y a ce travail intérieur qui se fait. C'est un travail initiatique qui nous demande d'abord de nous poser pour entendre ce fameux chant de notre nature intérieure. Et c'est sûr que ce ralentissement de notre vie qu'on est en train de vivre est vraiment idéal pour ça. Mais évidemment, quand on écoute ce qui se passe en soi-même, souvent on se retrouve nez à nez avec des surprises qui ne sont pas toujours hyper agréables. On voit les choses qui ne vont pas trop bien, on est confronté à des mal-être et des choses refont surface, même quand on a le sentiment qu'on a déjà beaucoup travaillé sur soi, ce qui est certainement le cas de tout le monde là, dans les gens qui sont en train de m'écouter. Mais c'est donc le moment de rechercher quel est ce minerai grossier qui est encore à épurer en nous, à restructurer, pour aller à l'essentiel. C'est là un travail Pluton-Saturne, aussi bien individuellement que collectivement dans l'organisation de notre société jupitérienne par essence, ou encore dans le lien à la nature qui tient aussi de Jupiter en partie. Héphaïstos, parce qu'il est boiteux, parfois rechute aussi. Lui aussi se trouve des fois nez à nez avec des choses qu'il aurait préféré ne pas voir. Un jour, le soleil arrive et lui dit « Et je ne sais pas si tu as vu, mais Vénus, ta femme, est dans ton propre lit avec Mars. » Et Héphaïstos, il s'était rendu compte de rien. C'est-à-dire qu'en fait, il ne voit pas ce qui se passe sous son propre toit. Il ne voit pas ce qui se passe en lui, symboliquement. Alors, quand il se rend compte de ça, évidemment, il est terriblement triste parce que ça le renvoie à tout son manque d'amour d'enfant qu'il avait un peu enfui. Et il est évidemment aussi très, très en colère, mais il ne dit pas trop ce qu'il ressent. Simplement, il se retire et il va préparer sa vengeance tranquillement. Cette vengeance, c'est de fabriquer une espèce de filet magique qui est là encore, comme d'habitude, remarquable de finesse, et il le tend comme une toile d'araignée invisible, tellement c'est fin, sur son joli lit à baldaquin. Et puis, quand Vénus et Mars reviennent, hop, il tire sa petite ficelle invisible et pouf, le filet tombe sur les amants, qui se retrouvent piégés, figés. Très content de son œuvre, il va appeler les autres dieux et tout le monde trouve ça très drôle. On parle d'un rire inextinguible dans le mythe. Sauf un qui ne trouve pas ça drôle du tout. Devinez qui c'est? Eh bien, c'est Neptune. Le sensible Neptune ne supporte pas qu'on fige comme ça l'amour, la passion, l'action, le mouvement, et il supplie Héphaïstos de relâcher les amants. Héphaïstos n'est pas très convaincu, mais Neptune insiste et Héphaïstos finit par céder et les relâcher. Donc nous voyons qu'une fois de plus, c'est Neptune qui permet de sortir d'une situation bloquée. C'est très intéressant de se rendre compte de ça, bloquée par l'énergie Pluton-Saturne.
Neptune, il a cette capacité à fluidifier et donc il permet de ne pas rester bloqué sur nos blessures archaïques. Version ombre, Pluton ressasse, Pluton se venge, Pluton détruit, voire s'autodétruit. Saturne, lui, durcit et fige, et Neptune dissout cette ombre et refait circuler. Alors, qu'est-ce que c'est Neptune? C'est la méditation, c'est le lien avec l'âme, de la nature, la nôtre, celle des autres, donc aussi l'empathie, le don de soi, l'amour universel, la foi en la vie, la musique, enfin, toutes ces choses impalpables et pourtant bien présentes. Neptune, ce dieu contemplatif et fusionnel, assouplit le fameux filet métallique. Qu'est-ce que ce filet métallique? Eh bien, c'est le filet d'une pensée qui tourne en rond pour mieux piéger et refouler ce fameux minerai grossier des émotions qui sont encombrantes. Alors, on va trouver des tas de justifications pour dire « mais non, je ne suis pas en colère du tout, tout va bien, etc. » Si on prend la situation collective actuelle, il faut avouer qu'elle est d'une intensité rare, mais que cette intensité, elle a quand même un mérite, c'est qu'elle nous renvoie à nos peurs et à nos angoisses ancestrales. Elle nous renvoie à nos colères d'enfants qui, contre une autorité arbitraire et incohérente, ça c'est Neptune en négatif, l'arbitraire est saturnien. Elle nous renvoie à nos frustrations, à nos manques affectifs, vénusiens ou lunaires, à nos impuissances jusque-là refoulées, mais pourtant tout ça est bien présent encore. Alors plutôt que de continuer à figer tout ça, comme on le fait parfois, comme Héphaïstos le fait, dans des toiles d'araignée mentale, on peut profiter de ce temps ralenti qui nous est offert comme un cadeau finalement, pourquoi pas, pour les prendre en charge et les dissoudre avec les qualités de Neptune dont je viens de vous parler. Pour ça, évidemment, il faut accepter de prendre conscience de ce qui nous énerve ou nous angoisse le plus dans cette situation collective ou familiale parfois ou solitaire parfois, pour pointer la faille en nous, voir à quoi elle nous renvoie, à quoi nous renvoient ces énervements ou ces irritations qui se passent à l'intérieur de nous et accueillir ce quelque chose qui peut être en souffrance pour pouvoir le dissoudre. Autre moment où Héphaïstos va de nouveau entrer dans cette façon de figer quelque chose, c'est à un moment où il a envie de se venger de sa mère. Alors, on comprend qu'il est quelques restes de cette enfance absolument épouvantable, cette mère qu'il a si violemment rejetée. Et donc, il va lui offrir un magnifique trône doré, ciselé, enfin, il l'a fait merveilleux. Héra, quand elle voit arriver sur l'Olympe ce beau trône, est absolument émerveillée, se dit, tiens, ce petit moche, il est quand même arrivé à faire quelque chose de sa vie. Et elle s'y installe sans aucune arrière-pensée, et devinez ce qui se passe. Hop, elle s'y retrouve coincée, figée par ce trône, elle n'arrive plus à bouger, elle n'arrive plus à s'en relever. C'est pas très drôle pour elle. Elle demande qu'on la libère, mais aucun dieu ne sait la libérer, à part Héphaïstos, c'est dire son pouvoir. Pluton, Saturne, Jupiter et le Capricorne sont des planètes et un signe de pouvoir. Là encore, c'est un dieu de l'humide. C'est Dionysos cette fois-ci, qui va venir pour aider Héphaïstos à libérer sa mère. Dionysos donc est relié à Neptune en astrologie parce que justement le dieu du vin, c'est un dieu de quelque chose d'humide aussi. Et il va donc sauver la situation en enivrant Héphaïstos. Héphaïstos, il lui donne un bon coup à boire et Héphaïstos est saoul et du coup il va lâcher ses limites saturniennes et accepte de libérer sa mère. Et à la suite de cette libération, il va se passer quelque chose qui est tout à fait merveilleux pour Héphaïstos puisque il va retrouver sa place dans l'Olympe des dieux, ce qui ne lui était pas arrivé avant. C'est-à-dire qu'en fait, il est arrivé à réunifier la terre et le ciel en lui, dans ce mouvement ascendant qui vient des profondeurs de Pluton et qui s'élève jusque sur la montagne du Capricorne. Qu'est-ce que c'est que Héra figée? C'est le côté matériel, le côté féminin de Jupiter, donc son côté matériel, donc c'est notre société humaine dans son horizontalité, qui est aujourd'hui figée par la peur martienne,
la peur de l'autre, la peur du virus, etc., voire par l'angoisse de la mort, Pluton, qui conduit à des règles restrictives, répressives même, Saturne fige Jupiter, avec une distanciation sociale. Là encore, c'est un vocabulaire qui est absolument merveilleux. Saturne qui crée des distances sociales, Jupiter. Il n'y a plus de place ni pour Vénus, l'amour maître de la balance qu'il faudrait intégrer, ni pour la tendresse du Cancer qu'il faudrait intégrer aussi. On a aussi un chômage qui fige l'action, on est interdit de sport, donc là c'est Mars, maître du Bélier, qui est figé et qu'il faudrait intégrer harmonieusement aussi en fait. Extérieurement, on est dans l'impuissance, ça c'est Pluton, face à une cristallisation saturnienne du pouvoir et des institutions qui, elles, vivent une autre impuissance, c'est celle face au petit virus. Mais intérieurement, que pouvons-nous faire de cette situation? Eh bien, nous pouvons développer notre propre puissance et contacter notre petit Héphaïstos intérieur, celui qui danse avec les éléments, celui qui fait le travail de forge et qui écoute Neptune, qui écoute l'intuition. Parce qu'en fait, le mythe, vous l'avez remarqué, nous dit clairement que c'est bien Neptune qui dissout tous les blocages. Et on le constate même socialement, puisque ce sont les métiers de service, les métiers neptuniens, qui actuellement sauvent ce qui peut l'être encore. On les nomme depuis quelque temps les métiers indispensables, ça veut dire que tous les autres ne servent à rien ou à pas grand-chose. Et c'est comme s'il y avait une espèce de retournement social plutonien, puisque dans cette crise, ces métiers qui jusque-là étaient oubliés sont applaudis, reconnus, et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont là en dépit de tout ce qu'ils ont subi préalablement, et que vous savez, ce n'est pas la peine que je le détaille. Et pendant que certains s'agitent dans leur impuissance pour essayer de conserver ce qu'ils peuvent de leur pouvoir ou de leur fortune, d'autres sont priés de rester chez eux et de télétravailler ou de ne plus rien faire du tout, et les Neptuniens, eux, sont là, ils soignent, ils agissent, ils se dévouent, ils se présentent, ils sont présents, et eux ne se laissent pas non plus paralysés par leur peur, ils y vont et ils prennent soin des autres. Pluton pousse les valeurs du Capricorne, de Saturne et de Jupiter jusqu'à l'absurde. Pluton, il pousse toujours ce qu'il touche jusqu'à l'absurde, mais pour qu'on en trouve l'essence, pour désintégrer tout ce qui n'est pas intègre. Selon une expression de Catherine Castagnier, là, il fait en fait remonter à la surface et amplifie tous les dysfonctionnements sociaux en ce moment, Jupiter, qui sont issus de règles qui séparent, qui divisent, des règles saturniennes, qui divisent le haut de la montagne du Capricorne du bas, le haut où est le pouvoir du bas où il n'y a pas le pouvoir, au lieu d'apaiser comme le fait le dieu Jupiter qui règle les conflits aussi bien des dieux que des hommes. Si on regarde, l'écart entre les riches et les pauvres devient béant pendant cette crise et probablement aussi après. On a un fossé entre ceux qui sont connectés et ceux qui ne le sont pas. On a un fossé entre ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus et ceux qui travaillent trop parce qu'ils sont obligés. Il y a ceux qui vont à l'école et ceux qui n'iront plus de cette année. Il y a ceux qui ont de l'espace et des jardins et ceux qui sont entassés dans des tours, etc. Si nous voulons sortir du chaos, si nous ne voulons pas d'une société de chaos, sans doute qu'il est temps d'entrer collectivement dans une autre forme de verticalité saturnienne que celle du pouvoir temporel tel qu'il est souvent exercé. Il est sans doute temps de retrouver collectivement le chemin d'une véritable philosophie de vie qui est reliée à cette fameuse loi de l'univers jupitérienne qui est respectueuse autant de la nature que de chaque être humain. On a là une opportunité sans doute unique d'opérer un renversement de nos valeurs communes et de gravir cette fameuse montagne du Capricorne en entrant dans une forme de sobriété, de simplicité et de justesse. Ça ne viendrait à l'idée de personne d'aller faire de l'alpinisme en emportant 5 valises sur son dos. Donc, si on veut aller dans l'essence du Capricorne, il va bien falloir à un moment être plus sobre. Mais chacun de nous est aussi responsable individuellement de ce qui se passe dans le monde, j'ai déjà dit tout à l'heure. Et si nous voulons que le niveau de la conscience collective s'élève,
peut-être qu'on pourrait commencer par élever le nôtre, c'est-à-dire entrer dans cette grotte intime de Saturne, Saturne et du Cancer, enfin de l'Axe, en écoutant notre petite voix intérieure neptunienne. Travailler sur l'inaccompli de nos émotions dans notre forge pour accéder à l'essence des choses, comme le demande Pluton, gravir notre montagne intime du Capricorne en nous délestant de tout ce qui n'est pas important, de ce qui est futile ou inutile, prendre soin aussi de la source en nous, de l'être, Cancer, redonner du sens à nos actes et à notre vie, et enfin sortir des sillons tout tracés du Taureau mal compris et nous réinventer chaque jour. Uranus en Taureau, dont je n'ai pas vraiment parlé faute de temps, mais dont je parlerai dans une autre conférence en fin d'année. Donc, nous réinventer en suivant Uranus en Taureau. Et pour conclure cette conférence, je vous propose une phrase du Petit Prince qui résume à merveille l'essence de l'axe Capricorne-Cancer que nous sommes invités à rechercher. Ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache toujours un puits quelque part. Et je nous souhaite, à chacun de nous et collectivement, de trouver le chemin de ce puits intérieurement et extérieurement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Et si l'histoire d'Héphaïstos vous a intéressé et de son symbolisme, sachez que j'ai écrit un livre dans lequel je développe ce sujet, entre autres, qui a comme sujet l'axe Scorpion-Taureau à travers le mythe d'Orion. Et ce livre devrait paraître dans les prochains mois, si tout va bien. Merci à vous. Et si vous avez des questions et s'il reste du temps, je ne sais pas, je n'ai pas compté là aujourd'hui, ce soir. Donc, à Marc de gérer les questions et le temps qui reste. C'était excellent, c'était vraiment très bien. Un régal, un régal. Donc, merci. Alors, est-ce que Bonjour. Natalia, par exemple? Oui. Juste une petite question. Bonjour, je m'appelle Natalia Ninkoff. Je pose la question à Marie-Paul. Neptune voulait libérer Vénus. Pourquoi elle voulait libérer Vénus? Parce que Vénus, enfin, c'est une des réponses possibles, c'est que Vénus est en fait née du mélange du sperme d'Uranos, le ciel étoilé, et de l'océan Neptune. Donc, elle est issue des eaux de Neptune et en fait, Vénus est exaltée dans le signe des Poissons. Bon, là, ça devient un peu technique, s'il y a des gens qui ne connaissent rien à l'astrologie, mais elle est exaltée en Poissons, c'est-à-dire qu'il y a une grande entente entre les valeurs neptuniennes et les valeurs vénusiennes. Neptune, c'est l'amour universel, en fait. Et Vénus, c'est l'amour. Donc, et Neptune remet en mouvement, Neptune c'est l'inconscient qui avec son filet fait remonter les choses et les met à la vue du conscient. Merci. J'étais assez brève. Bien. Alors, je vois qu'il y a aussi Valérie qui demande, est-ce que Neptune, est-ce que c'est aussi le virus? Oui, moi je pense que c'est surtout la propagation du virus parce que ça s'infiltre partout, c'est mondial. C'est très drôle de voir comment ce virus s'est répandu. Et ce que je trouve, c'est pas très drôle, mais je trouve quand même que c'est remarquable de voir que le monde entier a réagi de la même façon quasiment, qui est une façon très Pluton-Saturne Capricorne, très répressive, très, très pouvoir durci, comme si ce pouvoir devait se cristalliser assez pour finir par exploser et qu'on en sorte autre chose. Alors après, est-ce qu'on en sortira autre chose ou pas? Ça, c'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas parce que ça dépendra des choix qu'on fera collectivement, mais je pense que nos dirigeants font aussi les choix qu'on mérite quelque part collectivement. Ça ne veut pas dire que chacun de nous les mérite tels quels, mais ça veut dire qu'ensemble, le degré de conscience en est probablement là où il en est et avec ce qu'on récolte là aujourd'hui. J'ai répondu à la question? Je pense, oui. Alors, est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres questions? Déjà, je voudrais quand même encore remercier Marie-Paul. C'était un majestueux essuyage de plâtre, hein, c'est clair. Pardon.
Non, non, mais je veux dire que c'était pas facile de démarrer et tu as fait ça de façon superbe. Bravo, Merci. merci. Non, c'était pas Merci. facile. Non, non, mais voilà, il y a Vous plein de saviez gens, l'après-midi que j'ai passé. il y a plein de gens qui disent bravo, merci, magnifique. Enfin bon, voilà, je ne fais aussi que retranscrire les impressions un petit peu d'une grande partie des personnes qui sont là. Bien. Je peux juste répondre à une question encore là, parce que quelqu'un dit Mars symbolique de la peur, pas plutôt attribué à Pluton. Je pense Oui, que Pluton, c'est l'angoisse. Mars, on en parle comme du courage, mais le courage, ça veut dire qu'il y a derrière une peur. S'il faut avoir du courage, c'est qu'on a peur de quelque chose. Sinon, on n'a pas besoin de courage. que le vrai courage, c'est de Et surmonter Mars, cette et peur. Mars dans la mythologie, est un trouillard, en fait. Tout en étant un dieu très guerrier, il a beaucoup peur aussi. Et il crie, il hurle tout ce qu'il peut parce que justement, il a peur. Sinon, il n'aurait pas besoin de hurler. Voilà. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le lien entre astrologie et mythologie, il faut savoir que l'AFDA va organiser à la fin de l'année, en novembre, un, une webconférence animée par Marie-Paul, justement, Marie-Paul Bécry, sur astrologie et mythologie. Vous aurez sûrement d'autres informations d'ici là, mais si le sujet vous a intéressé, et je comprends qu'il vous a intéressé parce que je trouve que c'est passionnant, les analogies entre les deux univers, voilà, vous aurez sûrement l'occasion de vous y replonger.